Chers amis, l'année 2020 est une année atypique, comme l'est notre troisième séminaire des entraîneurs. Notre pays traverse depuis quelques mois une pandémie et il nous faut nous adapter dans notre vie quotidienne comme dans celle de notre vie sportive. Les nouvelles technologies nous permettent de relever, en partie uniquement, ce défi. Aussi, c'est à travers des vidéos que se déroulera ce séminaire. Pendant le confinement et dans le confinement qui vient, vous avez su faire preuve d'imagination pour proposer des séances d'entraînement à vos adhérents. Vous avez également su vous adapter aux contraintes sanitaires liées au Covid. Vous avez été les artisans de la continuité de notre sport, de vos clubs, de notre ligue. Au nom de tous les pratiquants de notre ligue, soyez-en remerciés. J'espère que la saison 2021, qui s'annonce devant nous, verra ce virus reculer. Ainsi, nous pourrons nous retrouver tous ensemble sur nos épreuves après avoir, évidemment, été bien préparés par vous, les entraîneurs, les encadrants. Je vous souhaite une bonne après-midi, de bons travaux, à très vite. Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation sur la mise en place d'un suivi individualisé au sein d'un groupe d'entraînement. Je me présente, je m'appelle Alexandre Bouquet et je suis cofondateur de Nolio, une plateforme pour le suivi des entraînements, la planification et l'analyse. Et Nolio donc, est partenaire avec la Ligue PACA depuis cette saison. Donc, pendant cette présentation, je vais vous présenter comment mettre en place ce suivi via notre plateforme Nolio, avec voilà, inviter des sportifs, inviter des entraîneurs, les rassembler sous une même équipe, créer des sous-groupes et ensuite pouvoir créer des séances pour ces groupes et aussi analyser les séances qui ont été effectuées. Donc, je bascule tout de suite sur la plateforme. Donc, à savoir que Nolio, c'est une plateforme web qui est disponible du coup sur un site web, sur une tablette ou sur un téléphone. Quand on est sur Nolio, la première chose à faire, c'est de créer son équipe pour pouvoir rassembler un petit peu tous ces sportifs et tous ces entraîneurs. Donc, on voit ici en l'occurrence que cette équipe a 3 sportifs et 2 entraîneurs et 3 groupes, enfin 2 groupes, mais j'y reviendrai juste après. Donc, pour inviter des sportifs, on peut tout simplement inviter les sportifs en leur envoyant un lien directement qu'ils peuvent saisir pour rejoindre l'équipe ou les inviter tout simplement par email. Pour les clubs qui ont beaucoup de sportifs à inviter, c'est aussi possible de saisir un fichier CSV. On peut inviter également des entraîneurs de la même manière. Et ensuite, on peut trier ces sportifs dans des groupes pour faire, voilà, par exemple, ici, le groupe élite et le groupe jeune, mais c'est complètement personnalisable. Tout à l'heure, je disais 2 groupes au lieu de 3, parce qu'on a aussi un système d'archives, ce qui fait que les athlètes qu'on a gérés pendant une certaine période et ensuite qui, par exemple, sont partis, on garde une trace de ce suivi et on peut du coup y accéder a posteriori. Une fois qu'on a invité nos sportifs, ce qui va être important, ça va être de définir les valeurs de ces sportifs et leur zone d'entraînement. Donc pour définir, quand je dis les valeurs, ça va être des valeurs par exemple notamment de performance comme la VMA, la PMA pour ceux qui ont des capteurs de puissance ou par exemple l'AFC Max. Donc une fois qu'on a donc ici par exemple, on voit, alors là c'est un petit peu particulier, je suis entraîneur, mais je me suis aussi dans mon propre groupe en tant que sportif. Je peux venir cliquer sur un athlète, ça actualise ses valeurs et je peux venir saisir les valeurs qui lui correspondent. Bien sûr, l'athlète peut également les saisir pour alléger le travail du coach. Donc ça, c'est les variables un petit peu sur Nolio. On en propose par défaut la VMA, la PMA, etc., comme je l'ai dit. C'est possible aussi de créer ses propres tests en tant qu'entraîneur et de créer, par exemple, admettons, un test 10 minutes en course à pied à fond qui définirait une allure en minutes au kill, par exemple. Et on pourrait réutiliser cette allure en mettant dans les séances, par exemple, à 90% de cette allure-là. Et ça recalcule automatiquement combien ça fait 90% de cette allure. Donc ici, c'est que des variables créées par défaut, mais une fois qu'on a créé des variables personnelles, c'est exactement la même chose. Donc pour créer une variable personnelle, ça passe par les paramètres et on va dans l'onglet suivi et on peut tout simplement ajouter une variable de suivi. Alors, je vais mettre un petit
plus petit. Hop, voilà. Donc, on peut tout simplement ajouter une variable de suivi. On va choisir si c'est une durée, une allure ou une valeur numérique, comme par exemple voilà, la PMA, ou si on voudrait définir une valeur équivalente à une PMA ou autre. Là, je ne vais pas le faire pour l'exemple, puisque ça n'ajoute pas forcément d'intérêt, mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'est possible. Au niveau des zones d'entraînement, c'est possible de définir les zones pour les athlètes. Juste, on peut tout simplement changer d'athlète en cliquant ici, et puis on va venir définir leur zone. À savoir, c'est que les zones sur Nolio sont complètement personnalisables. Donc ici, moi, je travaille avec I1 à I5, mais c'est possible de travailler avec des autres appellations et travailler avec des 7 zones, par exemple. À savoir aussi, c'est que aujourd'hui, les zones d'entraînement sur Nolio, c'est les mêmes zones pour tous les sports, mais la configuration par sport arrive d'ici la fin de l'année. Donc voilà, le temps que cette vidéo sera diffusée, il y aura très peu de temps avant que cette nouvelle fonctionnalité, enfin ces zones par sport soient disponibles, ce qui permettra d'avoir des zones différentes, par exemple en course à pied, en natation et bien sûr en vélo. Et aussi de définir ces zones avec, aujourd'hui, c'est des valeurs brutes, mais ça sera aussi possible de les définir avec des pourcentages. Par exemple, je vais définir mes zones avec mes pourcentages de VMA. Et comme ça, dès que l'athlète a saisi une nouvelle VMA ou je saisis une nouvelle VMA pour lui, ça va recalculer automatiquement ces zones d'entraînement. Ou en tout cas, ça lui proposera de les recalculer. Parce que chez Nolio, on n'est pas trop partisan des recalculs automatiques entre guillemets dans le dos de l'athlète et du coach, mais voilà, ça mettra une notification qui proposera de recalculer les zones d'entraînement. Une fois qu'on a saisi les zones et puis qu'on a mis en place les variables de suivi qu'on voulait utiliser avec les athlètes, donc j'ai parlé uniquement des variables de suivi de performance, mais il y a aussi bien sûr des variables de santé, des variables cardiaques comme la FC Max. Et donc ces variables, il y en a une partie qui peuvent être utiles pour créer les séances et d'autres utiles qui peuvent juste être et d'autres variables qui peuvent juste être utiles pour suivre un petit peu l'évolution de l'athlète, par exemple son poids ou autre. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir revenir sur la page principale de Nolio qui est le calendrier. Et donc sur le calendrier de Nolio, on va pouvoir gérer ses athlètes sur la gauche et gérer ses différents groupes. Donc on peut se mettre soit au niveau du groupe pour créer des séances pour tous les membres d'un groupe, soit au niveau directement de l'athlète pour créer des séances individuelles et propres uniquement à l'athlète. Sur Nolio, on va retrouver en haut ce qu'on appelle nous le tableau de bord avec les objectifs de l'athlète qui sont soit définis par l'athlète lui-même, soit par l'entraîneur, ses valeurs de référence et des indicateurs de charge d'entraînement. Aujourd'hui sur Nolio, on a la charge d'entraînement de Foster, de Kogan, qui est liée aux données de puissance avec le TSS, etc. Et la charge TRIMP qui est liée aux zones d'entraînement. On va venir mettre des coefficients sur ces zones et la charge va être le temps passé dans ces zones multiplié par ces coefficients. Donc les coefficients sur Nolio sont personnalisables. Je ne vais pas trop m'étendre sur les zones d'entraînement aujourd'hui. À savoir aussi que c'est possible de mettre en place un suivi de variabilité de fréquence cardiaque également sur Nolio. Je reviens sur le côté planification sur les groupes. Donc, à savoir, sur Nolio, c'est qu'il y a le côté planification et puis il y a le côté suivi. Donc, en fait, on va trouver plusieurs calendriers, le calendrier prévu et le calendrier réalisé, qui ici est vide. Mais si je me balade, voilà, on voit bien qu'il y a des entraînements. Donc, je vais commencer par la partie entraînement prévu, bien sûr. Donc, ici, je suis sur un athlète qui a défini avec un objectif, un triathlon. Et donc, on va pouvoir créer ces entraînements directement en cliquant tout simplement, par exemple, sur un jour. On va pouvoir choisir de créer un entraînement, choisir le sport et ensuite créer la séance. Quand on crée la séance, on peut utiliser des zones d'entraînement et des valeurs de valeurs de référence, comme on les a vues tout à l'heure, la VMA, la PMA, etc. À savoir, par exemple, pour la VMA, si on met une distance également, ça nous permet de calculer directement le temps sur la distance, par exemple, aux 400 mètres.
Donc ça, c'est quand on est au niveau individuel. Mais on peut par exemple se mettre au niveau du groupe. Donc ça, c'est une séance de groupe que j'ai créée tout à l'heure. Et donc, j'ai défini avec des 400 mètres à 90% de VMA. Et donc, je l'ai défini avec un pourcentage de VMA. Donc, quand je clique sur cet athlète, bah, je vois que sa VMA, 90% de sa VMA, ça correspond à 17 km/h. Et donc, ça fait telle allure et tel temps aux 400 mètres. Mais si je vais sur un autre athlète, c'est la même séance, mais je suis sur un autre athlète. Et donc, cet athlète-là, son 90% de VMA, ça lui fait 18 km/h. Et donc, ça lui fait des allures différentes. Et donc, pour créer une séance de ce type, on a tout simplement à se placer en fait au niveau du groupe plutôt qu'au niveau de l'athlète sur la gauche. Et on va ajouter une séance, voilà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On va choisir la durée, etc. Et on va saisir la séance ici en mettant, par exemple, voilà, on va choisir on va mettre des durées, etc. Et puis on va venir compléter avec des zones d'entraînement ou des valeurs. Et ça va se récalculer automatiquement. Quand on crée une séance, on a plusieurs options au niveau du groupe. On peut soit mettre une séance de groupe. Donc ça, c'est vraiment une séance pour tout le groupe. Il y en a une seule pour tout le monde. Et par contre, les valeurs sont quand même contextualisées. Donc si je mets 90% de VMA, chaque athlète va voir ses valeurs et ses chronos selon sa VMA. Ce qui est possible, c'est de garder une séance de groupe, donc pour garder ce lien avec cette séance de groupe, mais je veux créer une séance par sportif. Donc, je vais créer si là, ici, c'est dans ce groupe-là, le groupe élite, il y a 2 sportifs, et donc ça va en créer une chacun, une pour les 2 athlètes qui sont là sur la gauche. Pourquoi faire ça? Ça permet de créer la même base pour les deux, mais je vais pouvoir ensuite rajouter un bloc pour un athlète ou ajouter des instructions particulières pour un autre athlète. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt de cette petite subtilité de créer une séance par sportif ou créer une séance pour tout le monde. Au niveau du suivi, donc voilà, on va pouvoir ajouter différents entraînements, on va pouvoir ajouter des compétitions aussi. C'est possible aussi d'ajouter des notes. Donc des notes pour donner par exemple des instructions particulières en début de semaine à un athlète. Ce qui est également possible, c'est à l'athlète directement de mettre des notes dans le calendrier prévu. Et donc, par exemple, pour mettre ses disponibilités. Alors ça, dans un suivi global, ce n'est pas forcément pertinent, mais pour certains athlètes, ou voilà, pour certaines périodes où on a besoin d'un suivi plus individualisé, ça permet à l'athlète de mettre ses disponibilités et le coach va pouvoir à ce moment-là individualiser les séances de cet athlète. Donc là, voilà, on voit par exemple un exemple avec du temps passé dans la zone I1 et donc ça met la plage de BPM et de watts parce que du coup cet athlète a des zones cardio et watts. Avec la nouvelle version et le système de zones par sport, ça sera possible aussi bien sûr d'avoir des zones d'allure, notamment pour la course à pied. Donc voilà, on peut créer bien sûr autant de groupes que l'on souhaite. Pour créer les séances, on peut se créer du coup sa banque d'entraînement. Donc ces séances types qu'on va pouvoir regrouper en différentes catégories. Les séances types ressemblent exactement à la création aux mêmes séances qu'on va mettre sur un athlète. Et après, on a juste tout simplement à les glisser-déposer sur le calendrier pour qu'elles s'appliquent. À savoir, c'est que c'est possible de partager ces séances avec les autres entraîneurs de l'équipe et inversement, de venir récupérer des séances qui ont été mises par d'autres entraîneurs au niveau de l'équipe pour les rapatrier dans sa banque personnelle pour ensuite, par exemple, les remodifier. Donc, c'est possible de se faire des modèles d'entraînement, de compétition, de notes et de cycles. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais voilà, sur cette athlète-là, par exemple, j'avais rajouté un cycle. Ça permet de marquer un petit peu les périodes pour l'athlète ou les athlètes et donc de créer par exemple voilà, les cycles de développement aérobie, anaérobie, d'affûtage, etc. À savoir que c'est aussi possible de créer des modèles de plans d'entraînement. Donc, plutôt que de créer un modèle d'entraînement, on va créer un modèle de plan, donc, par exemple une semaine type ou 2 semaines type. Et de la même manière, on va pouvoir l'appliquer au groupe ou à un athlète de manière individualisée. L'athlète peut accéder à son programme sur son téléphone ou sur son ordinateur. Voilà, mais sur son téléphone, c'est vraiment très pratique de pouvoir consulter très facilement sa séance.
Ensuite, on va pouvoir passer au suivi de ce qui a été vraiment effectué par l'athlète. Et donc, pour ça, on va basculer sur le calendrier réalisé et on va pouvoir, voilà, c'est uniquement cet athlète a des entraînements. Donc, à savoir que c'est que les entraînements remontent automatiquement de plateformes comme Garmin, Suunto, Polar, Strava, etc. Et donc, une fois que l'athlète a branché ça, ça remonte automatiquement. Donc ensuite, on va pouvoir venir consulter ces séances. Si l'athlète a réalisé la séance le même jour qu'une séance prévue, ça va bien sûr faire le lien avec la séance prévue et on va pouvoir voir, par exemple, ici, entre parenthèses, s'il y avait une heure prévue, s'il y avait une distance de prévue. Voilà. Ça permet de vraiment de venir comparer ce qui a été prévu et ce qui a été vraiment effectué par l'athlète. On va pouvoir ensuite analyser la séance. Donc, l'idée de nous, Nolio, c'est qu'on va pouvoir analyser directement tout type de séance sur la plateforme. Pas besoin d'aller sur Strava, sur Garmin Connect, sur Suunto, etc. Tout est centralisé sur Nolio. Et donc, ensuite, on va pouvoir choisir les graphes un petit peu qui nous intéressent et analyser comme on souhaite la séance. On va pouvoir zoomer sur des portions nommer les laps, commenter les laps, par exemple, venir dire ouais, bah là, tel lap, mettre un commentaire très spécifique. Et on va pouvoir aussi réagir sur la séance. Donc là, sur l'athlète, je suis coach de moi-même, donc je ne peux pas réagir sur ma séance. Même si je prends par exemple cet athlète, on va pouvoir, donc voilà, typiquement, c'est ce que je disais avec la séance prévue en 45 minutes, puis la séance vraiment réalisée. On revoit les commentaires du coach et les commentaires de l'athlète. En l'occurrence, ici, il n'y en a pas. Et puis, on va pouvoir mettre un commentaire à l'athlète, voilà, un petit message, bravo. Et l'athlète va être notifié et il va savoir que le coach a réagi à sa séance. C'est aussi possible uniquement de marquer comme vu la séance. Il n'y a bien sûr aucune obligation de faire ça, mais ça permet voilà, de notifier à l'athlète qu'on a vu sa séance ou échanger un peu plus spécifiquement sur un entraînement. Les conversations, du coup, sont cloisonnées, enfin peuvent être cloisonnées au niveau d'un entraînement, ce qui permet de vraiment contextualiser les messages, ou alors d'avoir des conversations globales avec tous les athlètes au niveau du groupe, ou des conversations bien sûr individuelles avec l'athlète. Ensuite, on va retrouver, je ne l'ai pas montré également sur le calendrier prévu, mais on va retrouver des statistiques, soit sur l'entraînement prévu quand c'est le calendrier prévu, soit sur l'entraînement réalisé. Voilà, nous, on essaie d'avoir des graphiques assez simples et assez ludiques. Donc, notamment, on a un histogramme et puis un graphique camembert. Et c'est possible de venir changer en fait la visibilité de le type de graphique qu'on veut voir, que ce soit la durée par sport, le nombre de séances par sport, etc. La distance par sport. Voilà, il y a pas mal d'options. Et puis, on va bien sûr pouvoir suivre l'évolution de la charge d'entraînement, que ce soit la charge d'entraînement prévue et ici, la charge d'entraînement vraiment réalisée. Bon, ici, l'athlète n'a pas mis sa perception de l'effort, donc pour Foster, forcément, ça ne fonctionne pas bien. Une fois qu'on a fait le suivi un petit peu de tout ça, on peut aussi prendre un petit peu de recul et aller voir des statistiques de notre groupe au niveau de soit de l'année, soit sur une période définie au choix ou sur la saison sportive. Et donc voilà, on va pouvoir comme ça avoir les mêmes graphiques, mais directement plus sur une saison, voire même plus qu'une saison si on définit une période un petit peu plus longue. Si je reviens rapidement sur l'onglet suivi, cela permet d'avoir un suivi du coup des variables que vous souhaitez suivre sur vos athlètes, que ce soit au niveau du poids ou de n'importe quel type de variable, le sommeil, etc. Et puis bien sûr, les variables de performance qu'on a vues tout à l'heure. Ici, par exemple, cette variable test de 20 minutes n'est pas proposée par défaut sur Nolio, mais elle a été rajoutée et elle permet du coup de suivre cette allure sur ce test 20 minutes. Au niveau de la messagerie, on va retrouver comme je le disais tout à l'heure, des conversations par séance et puis éventuellement la création de conversations de groupe
ou de conversations personnelles avec un athlète. Dans tous les cas, voilà, il y a bien sûr des notifications qui permettent à l'athlète et au coach de savoir quand est-ce qu'il y a eu des nouveaux messages. À savoir également que c'est possible avec la prochaine version de Nolio de faire un suivi de l'équipement, donc de suivre par exemple l'évolution, l'état des vélos des athlètes ou de leurs chaussures, ou peu importe, c'est possible de créer n'importe quel type d'équipement, une combinaison par exemple ou autre. Et il y a également une page consacrée aux résultats pour avoir le résultat des compétitions des athlètes directement sur la même page en ayant la possibilité du coup bien sûr de faire des recherches. Voilà en gros un petit peu comment mettre en place un suivi de manière assez simple et assez ludique sur Nolio. Aujourd'hui, on est partenaire avec un certain nombre de clubs de triathlon et puis la Ligue PACA. Les clubs sont très satisfaits de la mise en place d'un outil comme Nolio. Que ce soit des clubs où il y a on a également une offre club pour vraiment un suivi macro avec juste la transmission des plans d'entraînement et les athlètes qui vont remplir leur plan qui peuvent interpeller le coach pour faire un point, à du suivi ultra individualisé avec certains coachs qui font voilà, de la prestation de suivi ultra individualisé. Donc aujourd'hui, Nolio, on a plus de 250 entraîneurs sur la plateforme, alors pas uniquement en triathlon, mais dans tous les sports d'endurance. Et ça représente un peu plus de 10 000 athlètes qui sont sur la plateforme. On a pas mal d'évolutions encore à venir, que ce soit sur la gestion des groupes ou sur l'analyse plus ou moins poussée, que ce soit en triathlon, en cyclisme ou dans d'autres sports. Et voilà, donc nous, on est vraiment une plateforme encore assez jeune, mais qui se développe. Et on est vraiment à l'écoute aussi des retours et des améliorations qu'on nous suggère. Voilà, on échange vraiment très souvent avec notre communauté pour améliorer la plateforme et en faire vraiment un outil complet et utile. Donc voilà. Je vous mets ici, si vous avez des questions, mon email et mon numéro de téléphone. Donc voilà, vous pouvez le faire directement, soit on a un formulaire de contact sur notre site, soit avec ses coordonnées ici. Voilà, donc je vous remercie de votre temps et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on fasse on peut également faire des présentations voilà, un petit peu plus spécifiques sur des sujets plus pointus ou en prenant un petit peu plus de temps. Voilà, on le fait avec plaisir, donc pas hésiter à nous solliciter. On a également une offre avec la Ligue PACA qui permet à tous les clubs de la Ligue de bénéficier de 2 mois offerts pour tester la plateforme au lieu d'1 mois. Donc voilà, pas hésiter également à nous solliciter pour mettre en place ce test qui est sans engagement bien sûr et qui permet du coup de tester ou non pour voir si c'est pertinent de mettre en place ce type d'outil pour le suivi. Merci de votre attention et puis à bientôt, j'espère. Je suis très heureux d'être parmi vous, malgré que on soit un petit peu à distance. Ça devait se faire face to face, ça se fait par vidéo. Voilà, c'est tant pis, quoi. Mais tant mieux, parce qu'on le fait quand même. Donc moi, je vais intervenir sur ce forum des entraîneurs pour parler surtout du pédalage et de la position à vélo, puisque je serai partenaire dans ce domaine pour la Ligue. Globalement, moi, je fais partie aussi on va dire, d'un réseau de fitteurs qui s'appelle VéloFitting et qui, lui, est au niveau national, qui travaille avec la FFI. Donc voilà, on est en plein dans le sujet. Le but n'est pas de vous expliquer comment on fait pour régler un vélo ou régler ses chaussures, c'est de faire un peu l'état des lieux et surtout de comprendre pourquoi on pédale et comment on peut améliorer son pédalage en vue de faire une bonne partie vélo et également de faire une bonne partie course à pied, enchaînement course à pied et voilà, et partir très rapidement et finir très rapidement. Donc dans un premier temps,
j'aime à dire que on a été fabriqué pour marcher, pour courir, pour grimper, pour sauter ou pour pousser. C'est-à-dire que musculairement, nos chaînes musculaires sont faites pour ça et que dans aucun cas, il avait été prévu que l'homme se mette à pédaler. Le vélo, c'est une invention humaine. À nous de faire au mieux pour s'adapter, que ce soit au niveau articulaire, musculaire, tendineux, osseux, à faire au mieux pour pédaler rond, parce que pédaler rond, c'est un peu compliqué et personne ne pédale rond. Il y a juste l'axe de votre pédale qui tourne bien rond. Votre cheville, elle décrit une petite ellipse. À savoir que lorsque l'on est sur notre vélo, la seule chose qu'on sait faire pratiquement, c'est réellement pousser sur nos jambes. Et le fait de pousser va déséquilibrer le bassin. Vous l'avez compris, la posture, c'est équilibre, c'est surtout équilibre du bassin, que ce soit sur un vélo ou sur les deux pieds, debout. La posture, c'est réellement garder son bassin en équilibre, le fixer sur ses points d'appui, qui sont la selle, et pouvoir appuyer sur la pédale avec tout ce qui est plutôt devant de jambe, avec nos quadriceps, puisque le quadriceps est le muscle, on va dire, le plus puissant du corps et qui regroupe deux fibres musculaires, les rapides et les intermédiaires. On ne va pas faire un cours de physio, mais tout est un petit peu pris là-dedans. Donc, l'idée est vraiment de pouvoir fixer mon bassin pour pouvoir appuyer, pour pouvoir pédaler. Le seul problème, c'est pas un problème, c'est qu'il faut que je transmette en fait une force sur ma pédale. L'idée, c'est qu'elle soit perpendiculaire à ma pédale. Réellement, il faut que ma force, pour qu'elle soit transmise, soit perpendiculaire à ma pédale. On sait que c'est compliqué quand votre pédale est en arrière ou quand elle est en haut ou en bas, c'est compliqué d'appliquer une force. C'est là où la notion de pédalage, de pédaler rond, d'être efficace, d'avoir un pédalage harmonieux et souple intervient. Sur ce pédalage-là, sur ces forces-là, lorsqu'on va mettre des forces en jeu, on va aussi mettre, je dirais, des calories en jeu. L'idée, c'est de s'économiser, dans le pédalage, que ce soit dans une partie vélo pour mieux courir après, ou que ce soit dans une partie vélo pour garder on va dire, de l'énergie sur la fin de course ou quand on veut faire une accélération ou peu importe. Donc, je ne vais pas faire un cours de physique, mais faut qu'on ait une notion de puissance mécanique. C'est celle qui va vous faire avancer réellement, quoi. Cette puissance mécanique, elle est sujette à la vitesse angulaire, qui est notre fréquence de pédalage. Quand on parle de 90 tours minute, on parle de ça. On parle de couple moteur, qui est la force perpendiculaire sur notre pédale, notre couple moteur. Et on parle en fait de force totale, puisque cette force perpendiculaire, on a des forces négatives et des forces positives. On va dire que c'est la résultante des différentes forces qui sont mises en jeu. Tout ça, pour comprendre qu'en fait, sur le pédalage, le plus compliqué, ça va être en fait de passer ce que nous appelons les points morts hauts, ici, les points morts bas. Sur la phase d'appui, pas beaucoup de problèmes. On est fait vraiment pour appuyer sur notre jambe. Donc, c'est assez simple pour nous. Par contre, arriver à passer ce point mort bas et ce point mort haut, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Ici, on va le voir avec la mise en position des manivelles. Lorsqu'on est à 0 au niveau de cette manivelle, on se retrouve ici en bas. C'est-à-dire qu'on va générer en fait une force qui va s'appliquer, qui va être maximale à 90, mais lorsque l'on va retourner sur le bas du point mort, là, ça va être compliqué parce qu'en fait, on n'a plus de force, on ne va plus savoir appliquer de force sur la pédale pour faire remonter la pédale. Et là, en fait, on va remonter le poids de notre jambe et c'est une force qui ne va plus être mise en jeu pour avancer, mais qui va être mise en jeu pour pouvoir pédaler, c'est-à-dire compenser ce poids de jambe. D'où le savoir pédaler, d'où comment faire pour passer très rapidement, je dirais, de ce point-ci jusque-là avec beaucoup de force, avec un gros appui,
et passer très vite ces parties-là pour se retrouver effectivement dans le premier quart d'appui pour notre pédalage. C'est l'art du pédalage, c'est l'art du positionnement, c'est l'art de s'entraîner, c'est l'art de pratiquer. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est aussi les forces que l'on met en jeu. C'est-à-dire, on nous dit aussi, pédaler, c'est pousse et tire. Oui, on pousse-tire quand on pousse-tire à 50, 60 tours minute, ou lorsqu'on fait de la musculation, lorsqu'on fait des exercices spécifiques, effectivement, on travaille toute cette partie-là. On travaille toute cette remontée de jambes. Quelqu'un qui est doué arrive à annuler cette force négative qui se met sur l'autre jambe lorsque vous appuyez. On le travaille, mais lorsqu'on est sur des cadences à 90 tours minute ou 100 tours minute, c'est compliqué de faire les deux, de pousser, de tirer. La seule chose à laquelle on pense, c'est ouvrir grand la bouche pour respirer et appuyer au maximum et à la limite être profilé ou s'accrocher dans la roue de la personne devant si on est sur une épreuve avec du drafting. Ici, on voit bien, donc c'est ce qui reflète, qu'on a un Tmax qui est maximum, qui est vraiment ici, lorsqu'on commence à arriver sur ces phases-là et qui diminue et qui devient négatif sur ces phases-là. Donc le point mort, on dit point mort, mais on dit plutôt zone, puisque en fait, on va l'enclencher ici et on va l'enclencher par là. Donc pour pédaler, on en revient toujours à nos muscles et on a beaucoup de muscles qui sont mis en jeu. Et on peut voir, suivant les études, en fait, que sur le pédalage, on a beaucoup, chaque couleur correspond à un muscle, hein, c'est assez simple à comprendre. On a beaucoup de couleurs sur l'avant, hein, sur le premier quart avant, mais très peu de couleurs sur l'arrière. Normal, on vient de le voir, assez compliqué à gérer. Donc, si on va beaucoup plus en détail, on regarde un petit peu le pédalage. Le pédalage, c'est quoi? C'est vrai, c'est une mise en jeu musculaire, mais c'est aussi une mise en jeu articulaire avec notamment le pied, la position du pied, où il va falloir appliquer ses forces, on va dire, on a dit perpendiculaires. Si la force n'est pas perpendiculaire à la pédale, on n'avance pas. Et où en même temps, on va mettre en jeu différents muscles. Hein. Donc, la première partie qui va être le début de la poussée, on va mettre en jeu plutôt tout ce qui est fessier. Ensuite, on va mettre tout l'avant de la cuisse. Ensuite, on va mettre toutes les chaînes posturales à l'arrière, puis le psoas pour finir en remonter la pédale. Donc, quelque chose de très complexe qui demande beaucoup d'habitude et d'entraînement. Nous, on va se dire, OK, nous, on va être performant, c'est sûr, sur la remontée, mais on va surtout être performant, sur cette phase, sur ce quart, 13h, 17h. Il faut que là, par contre, il faut vraiment que j'envoie du bois, il faut vraiment que je mette des newtons sur ma pédale. Donc là, on va pouvoir se poser la question, comment je fais pour engager mon pied? Comment je dois régler mes cales sur mes pédales? Voilà, on commence à avoir une notion maintenant de réglage pour pouvoir engager correctement le muscle et l'appui. Sur cette phase de poussée, il va falloir que je sois vraiment engagé. On voit vraiment que toute la force est à ce niveau-là, d'accord? Donc, il va falloir que je sois vraiment engagé et appuyé. Il va falloir que j'arrive à éliminer, avoir une souplesse de cheville pour pouvoir remonter. On dit remonter le genou. Hein. On pense à aller taper le plafond avec le genou. Et ensuite, c'est passer ce point mort et arriver à orienter, on va dire, nos pieds pour avoir le moins de déperdition d'énergie et de force et vraiment engager le pied correctement. Le champion, celui qui s'économise en pédalant, il fait ça naturellement. Et les beaux pédaleurs avancent. Il faut avoir la caisse aussi, hein, bien sûr, hein, c'est les deux. Hein, le champion n'est pas comme ça. Mais effectivement, on peut le travailler, on peut l'affiner avec des réglages de cale, avec des réglages de recul de selle. À l'heure actuelle, il est assez, on ne va pas dire simple, mais pratique. On a à notre disposition du matériel qui nous permet de travailler beaucoup de choses. Donc voilà, on peut voir exactement où sont appliquées les forces, d'accord? Comment est répartie, par exemple, la répartition sur les cales de l'appui, d'accord? Si c'est décalé, pas décalé. Bon, ici, on a 0. On voit ici, par exemple, sur le sujet, on a pris sur 5 minutes, 300 watts sur 5 minutes. On comprend qu'en fait,
il engage beaucoup plus vite sur sa jambe droite. Il y a un équilibre, il y a un déséquilibre qui est lié, mais bon, ça, tout le monde a un déséquilibre, hein. On a toujours un membre dominant par rapport à un autre. On a une phase sur la jambe gauche qui reste beaucoup plus longue, mais qui est prise un petit peu plus en retard. Donc, suivant vos courbes, suivant votre façon de pédaler, suivant vos réglages aussi, vous pouvez contrôler et voir où vous en êtes. Donc vraiment, on répète, c'est vraiment cette zone-là, là, le power peak, où on a vraiment le plus de force appliquée en Newton sur la pédale. D'ailleurs, si on s'amuse, et on s'amuse, ça c'est un outil de torture pour certains athlètes lors de l'entraînement, c'est-à-dire qu'on a ici des power cramps, c'est-à-dire que les manivelles ne sont pas solidaires en fait, et c'est aux cyclistes à pédaler rond avec ce type de pédalage. Donc là, on comprend très bien que la jambe arrière, elle ne monte pas toute seule, hein. C'est l'inverse d'un pignon fixe. Un pignon fixe, la jambe, elle monte avec l'inertie, elle monte assez rapidement. Donc on travaille la cadence de pédalage. Ici, on va plutôt travailler les muscles, le psoas qui font revenir cette jambe. Et c'est vraiment contraignant et difficile. Et, et voilà, donc ces petits instruments nous permettent aussi de pouvoir travailler et ce sont des outils qui nous permettent aussi de pouvoir pédaler assez rond. On passe le power cran. Alors là, ça pour moi, c'est le plus beau rouleur du monde, hein. C'est Jacques Anquetil. Et si on regarde bien, finalement, sa position, elle a rien de nouveau, on va dire, hein, ou d'ancien, je trouve, hein. Simplement le matériel. On remarque un engagement du pied. Donc, Anquetil, lui, c'est quelqu'un qui a engagé son pied énormément. D'accord, on est à 40 degrés pratiquement, contrairement à une personne comme Eddy Merckx, qui était un pédaleur plutôt du pied plat, du talon qui redescend. Actuellement, on préconise plus, on va dire, un pied qui reste légèrement plat plutôt qu'un pied qui monte trop, plutôt sur la fin on va dire, du point mort bas. D'accord? On peut voir ici Frodeno, il reste quand même assez stable sur ses appuis. Et il avance, hein. Donc voilà. La tendance, elle est plutôt sur un pied un petit peu plus plat. Il y a beaucoup de fitteurs qui mettent le pied un petit peu plus plat. Pour moi, je pense qu'il faut aussi voir un peu les caractéristiques de chaque personne, hein. Ça, on le voit en début. Quelqu'un qui est très souple de la cheville, c'est assez contraignant, quoi. On n'y arrive pas trop à pouvoir gérer ça. Donc après, c'est aux cyclistes d'arriver à mentaliser ça et à essayer de mettre le maximum de force, toujours dans un sens perpendiculaire à notre pédale. Voilà, une fois que l'on a compris vraiment ça, phase de poussée, on va dire une phase de point mort où c'est difficile et où en fait on met en jeu les articulations pour pouvoir diriger les forces, une phase d'élévation qui va être très importante, elle, plutôt lorsque l'on est en danseuse, plutôt qu'assis. En danseuse, on peut mettre beaucoup plus gros, on peut s'accrocher au centre et utiliser le poids du corps réellement pour pousser et réellement tirer le genou vers le ciel. Ces phases-là sont beaucoup plus puissantes que lorsque l'on est assis, mais bien sûr, on gaspille un petit peu, mais beaucoup plus d'énergie. Donc voilà, Frodeno, c'est l'exemple type un peu de la position moderne. Une jambe qui est bien ouverte, un pied qui est bien engagé, une cheville qui est vraiment, on va dire, ouverte correctement, un aérodynamisme presque parfait. Si on prend son drag, il ne doit pas beaucoup en avoir, hein, parce qu'il serait ici. Voilà où on arrive à l'heure actuelle. On peut arriver à quelque chose de très performant, mais ça, tout le monde peut le faire, hein. Mais pas la qualité intrinsèque du bonhomme, mais une position comme ça, on peut y arriver. Après, toujours prendre en considération, on va dire, les caractéristiques physiques de la personne, c'est-à-dire ses caractéristiques squelettiques, souplesse, articulaire, pour vraiment garder ces lignes assez pures sans casser non plus physiquement la personne sur le vélo. Actuellement, on a beaucoup d'instruments
qui permettent en fait de déterminer, donc surtout chez nos amis Shimano, chez Bike Fitting, quand on fait des positionnements, bah, on analyse beaucoup les forces. Ici, on a les forces positives, les forces négatives. Bon, là, je me répète, mais voilà, cette personne-là, elle a son pied droit, pareil, elle va engager un peu plus avant que son pied gauche. Et on voit vraiment ces courbes de force qu'il faut améliorer au maximum. Alors ça, c'est assez intéressant. En fait, c'est pied droit et pied gauche. Là, ici, on a un expert. Ici, c'est le point mort, en fait. Point mort haut et point mort bas. Moins vous êtes, on va dire, habitué à pédaler, ou moins vous avez cette facilité-là. Et plus on va se retrouver dans ce schéma-là de débutant, où ça va plutôt être un 8, où cette phase ici de point mort, eh ben, elle va vraiment se diminuer, où on va avoir des saccades de pédalage. Donc l'idée, pédaler rond, c'est vraiment avoir cette souplesse de pédalage qui nous permet de ne pas avoir d'un coup et plutôt d'avoir quelque chose de fluide. Donc pour avoir quelque chose de fluide, nous les hommes, eh ben, on a essayé et on cherche encore à trouver des astuces. Donc la société Cerdam qui propose pas, on va dire, des manivelles alignées, mais des manivelles un petit peu qui ont un petit écart ici, ben, pour engager directement sur la phase de poussée. Ne me demandez pas, j'ai jamais essayé, donc celui qui a essayé pourra me donner ses commentaires. Voilà, juste simplement pour dire qu'on est toujours à la recherche de comment passer ce point mort haut pour être le plus efficace possible. On a même aussi des systèmes avec des pédales qui sont rétractables sur la phase de tirage, etc., etc. Donc, beaucoup d'imagination pour essayer de gagner beaucoup de watts. Nous, ce qu'on sait, c'est que ben, voilà, l'idée générale est que sur notre caravan, eh ben, on a beaucoup de forces. On a des forces positives, forces négatives. Donc là, on a Froome en bas, par exemple. Donc on voit qu'ils sont sur des plateaux symétriques, donc pas notés symétriques parce qu'ils ont des contrats Shimano. Hein, donc voilà. On voit qu'ils sont au point mort haut. Et pourquoi ce type de plateau? Parce que, pas de pub, mais rotor, dual oval, etc. Hein, donc chacun ses arguments de vente. Mais je reste sur le haut symétrique parce que c'est peut-être pour moi, moi qui l'ai essayé, donc je peux en parler mieux. L'idée est assez intéressante et surtout pour le triathlète, pour la partie course à pied, c'est ce qui nous intéresse, qui est assez intéressante. En fait, au symétrique, c'est un patatoïde. Sur un plateau qui a 54 dents, par exemple sur celui-ci, lorsque vous êtes en position pédale à 90 degrés ici et que vous appliquez votre force maximum, en fait, c'est comme si vous aviez ici un plateau qui représenterait, je ne sais plus combien ils disent le fabricant, mais du style 62 dents, d'accord, un plateau rond de 62 dents ou 58 dents, je ne sais plus. Et par contre, quand vous êtes dans les phases de remontée, par exemple ici, la phase de remontée, ou ici, c'est comme si on avait un petit plateau de 42 dents, donc où il va falloir appliquer moins de force. Et on le sent quand on met un plateau au symétrique, eh bien on sent au départ, on a l'impression de pédaler par un coup, mais finalement, à la fin, on pédale très très rond et c'est des plateaux qui nous font pédaler rond plutôt que carré au final. Et lorsque vous faites l'inverse, que vous remettez un plateau rond, ben, vous n'arrivez plus à pédaler avec votre plateau rond. Moi, j'aime bien conseiller, ou même moi, pour moi, utiliser. J'utilise un petit peu les deux parce que ça nous permet réellement, lorsque vous travaillez, vous voulez vraiment travailler toute votre partie avant puissance, vous pouvez vraiment travailler cette partie-là. Par contre, un plateau rond va plus vous faire travailler sur l'arrière. C'est-à-dire que dissocier un travail de musculation avec un plateau rond, c'est travailler plus sur le tirage. Travailler avec un haut symétrique, ça va vous permettre de travailler en surpuissance, quoi, en surforce, si on peut dire ça comme ça, avec votre quadriceps. Donc, apprendre au quadriceps à vraiment aller appuyer et vraiment donner son maximum. Voilà, pour moi, c'est un plateau assez sympa. Pourquoi aussi? Parce que on va engager beaucoup de fibres musculaires sur notre jambe, sur notre cuisse, hein, sur notre quad, ce qui va nous permettre en fait de
laisser un petit peu plus tranquille toute la partie arrière. Cette partie arrière qui est vraiment importante pour le triathlète dans sa reprise de course ou simplement dans sa course, c'est économiser, toute la partie un peu arrière de la jambe pour pouvoir courir. Donc, le plateau est un peu stratégiquement, entre guillemets, assez intéressant, surtout sur du longue distance. On va dire gagner Hawaï avec. Donc, si ça ne favorise pas, ça ne défavorise pas. Hein. Donc, par contre, c'est un plateau sur des relances, dans un peloton, etc. C'est assez contraignant. Par contre, pareil, au niveau des changements de vitesse, c'est assez, la chaîne bouge beaucoup. Donc, des fois, c'est assez compliqué. Donc, voilà, plutôt un plateau sur du longue distance quand le drafting n'est pas autorisé. Donc là, on a vu un petit peu les muscles mis en jeu. On a compris que le positionnement des cales et la souplesse de cheville et les phases de pédalage sont importantes. Mais OK, comment on va faire pour régler sa chaussure et sa pédale? Plus on va engager notre chaussure, donc là, c'est l'axe de pédale où on devrait mettre en fait le centre de notre cale qui est sous la pédale. Hein. Là c'est une pédale. Hein. Ce point-là se situe ici, d'accord, entre on va dire entre le premier et le cinquième tarse, d'accord. Si vous tracez une ligne droite et que vous prenez l'alignement de votre genou, donc votre axe, pardon, excusez-moi, voilà, on va se retrouver avec ce point d'appui-là, hein, cette petite croix bleue, qui doit se trouver sur ce point-là. Ça, c'est la théorie. Dans le passé, on mettait plutôt sur l'articulation, un peu moins bien parce que finalement, vous mettez trop de pression sur l'articulation. En reculant un petit peu la cale, on arrive à, on va dire, à mettre un peu la pression, à répartir la pression, ce qui permet d'avoir un meilleur appui et réellement de bien mettre une répartition des charges dans la chaussure et dans la pédale. Ensuite, sur un réglage, on a 5 points. Le point le plus important, là, on est en train de parler de l'engagement, c'est-à-dire ici, de combien je vais engager mon pied ou pas sur la pédale. Cet engagement-là, il est aussi, on va dire, il est en rapport avec votre souplesse articulaire. Moins j'engage, d'accord, j'ai un grand bras de levier, mais par contre, je n'ai pas de point d'appui, donc une force minime. Donc, un braquet limité sur des courses, par exemple, à l'américaine sur piste, on va être assez flexible. Donc, pas la peine d'engager énormément, parce que ce que l'on veut, c'est de la cadence. Par contre, sur des épreuves de chrono, par exemple, où on veut beaucoup de force, ou même sur du tri, hein, où on va tourner les jambes peut-être que à 80 tours minute, là, on va essayer d'engager au maximum pour avoir un petit peu plus de force, pour avoir plus de force. Par contre, c'est clair que la cheville, elle reste un petit peu plus bloquée. D'accord? Donc ça, nous, on le voit, on va le voir après, quand on fait nos études posturales et notre cinétique de pédalage. D'accord? Il faut harmoniser, je dirais, avoir un bon engagement et voilà, un bon appui, et après, voir un petit peu ce que fait notre cheville pour dire reculer, avancer, notre cale sous la chaussure. Ça, c'est ce qu'on appelle donc l'engagement. C'est là où on va pouvoir transmettre la force et aussi avoir une souplesse de cheville. Une des parties qui est assez complexe aussi, qui va nous permettre de garder notre genou dans l'axe ou pas. D'accord? On va le travailler aussi avec ce qu'on appelle le Q-factor, c'est-à-dire votre pied par rapport à votre manivelle, il va être plus à l'extérieur, plus à l'intérieur. Techniquement, plus vous avez un bassin qui est large, plus votre pied faut qu'il sorte. Voilà. L'idéal est d'avoir un genou qui est dans l'axe de son pied, de sa cheville. C'est pas rare, mais voilà, on peut entre. Ici, on est à 0 degré. On peut considérer ici plus 5 degrés et ici moins 5 degrés. On serait dans la bonne fourchette. Voilà, c'est les tendances qu'il faut. Ça se règle par la chaussure, par la cale, mais ça se règle aussi par les hauteurs de selle, par les reculs. Voilà, c'est tout un ensemble dans la posture elle-même. On arrive après sur ce que les Américains aiment bien en ce moment, c'est le wedging, c'est-à-dire la cale qui permet en fait que je sois dans cette position-là. D'accord? Si mon genou rentre, je vais soulever mon pied pour faire sortir mon genou. Hein,
Et si mon genou sort, ben, vice-versa. Voilà. C'est un peu cet équilibre-là. C'est un peu à la mode actuellement. Mais voilà, moi, s'il y a vraiment un souci, ben, on part directement chez un confrère podologue et on voit. Ou sinon, voilà, pour moi, la semelle dans la chaussure, c'est une semelle de maintien. C'est très important. La semelle, c'est vraiment ce qui va mettre le contact entre le pied et la chaussure. Euh, Moi, je préconise une semelle de maintien où on a le calcanéum et la voûte plantaire qui vont être dans l'axe de la pédale et où on va pouvoir garder cet alignement parfait sur la chaussure. On a la rotation du pied, hein, comment je bouge mon pied. Ça va aussi rentrer à ce niveau-là, mais avoir une chaussure dans l'axe n'est pas forcément la bonne chose. Heureusement pour nous, on va dire le monde du cycle nous a favorisé la chose. C'est-à-dire que lorsque vous achetez par exemple une paire de pédales Look, vous avez à l'intérieur des cales grises. Les cales grises ont 4,5 degrés de battement en fait. Hein. Vous pouvez vous tromper entre guillemets de 4,5. Donc lorsque le marchand vous met la cale dans l'axe et que vous avez 4,5, généralement, vous êtes bien. Voilà. C'est plus la même chose lorsqu'on a des cales fixes du style des Look noirs ou des Shimano rouges, ou lorsque vous avez des splitlets que vous réglez à bloc. Voilà. Avoir de l'angle, est-ce bien, pas bien, ça dépend de la, on va dire, de la façon de pédaler. Nous, on le voit après sur le genou, si le genou est stable ou pas. C'est un peu à vous. Moi, j'arrive pas à pédaler avec des cales grises, j'ai des cales noires, donc parce que j'ai connu les sangles, etc. Mais on va dire que 90% du peloton est avec de la cale grise. Ensuite, on arrive aux longueurs de jambes. Pareil, on fait du wedging, on met des cales dessous. Là, il faut être assez prudent aussi. C'est mieux d'avoir une radio avec de la télémétrie pour savoir un petit peu où sont les déséquilibres. Nous, on le voit par le bassin, on le voit aussi dans le contrôle quand on contrôle un petit peu la personne. Quelquefois, c'est intéressant de le mettre. Quelquefois, c'est pas forcément intéressant de la mettre. Donc voilà, prudence là-dessus également. Mais ça existe. Donc là, on a parlé des forces, on a parlé des muscles, on a parlé des séquences de pédalage, du pédalage, on a parlé du positionnement des pédales, des cales, pardon, des pieds sur nos pédales. Donc maintenant, on va parler beaucoup plus du positionnement. C'est-à-dire que le positionnement, c'est l'équilibre du bassin. Donc, comment on fait pour être équilibré sur son vélo? Nous, en tant que fitter, ce qui nous intéresse techniquement, c'est de fixer 3 points d'appui. Les points d'appui, pédale, chaussure, on en a parlé. Il nous reste longueur de manivelle. Ça, on va le voir après. Point d'appui fixe, c'est notre axe de pédalier. On a un point d'appui hyper important, c'est celui qui va stabiliser le bassin, c'est la selle. D'accord? Une selle différente vous mettra dans des postures totalement différentes. Antéversion du bassin ou pas. C'est un choix qui doit se faire. On essaie, on fait du mapping aussi sur les selles, sur les pressions. Vous ressentez si vous avez mal aux ischions, si vous avez mal au pubis, si voilà. Le choix de la selle est important. Généralement, on va s'asseoir sur quelque chose qui va nous mouler les fesses entre guillemets et on va calculer, on va prendre en fait l'écart entre les ischions. Généralement, madame a les ischions un peu plus larges, monsieur un peu moins, mais voilà. Après, ça varie, j'ai un petit peu, mais c'est toujours pareil. Vous avez un peu les hanches larges, on prendra une selle à 153 au lieu de 143. Voilà. Et on va dire, pour le commun des mortels, on est plutôt sur du 143 en largeur de selle. Actuellement, on passe, donc je reste sur la selle, sur des selles beaucoup plus courtes, surtout nous, sur du triathlon. L'appui, pour moi, se fait vraiment sous les ischions. Hein.
Et les selles actuelles, alors moi j'ai 3-4 selles bien favorites, hein. Bon, il y a la Power, je ne fais pas de pub, mais il y a la Power de SP, j'ai la 143 dimensions de ProLogo, il y a la nouvelle, c'est la Helios de chez Trek, que j'aime bien. Il y a la Shortfit aussi de nos amis sans marque. Voilà, j'ai nommé un petit peu tout le monde. Et maintenant, même celle Italia a fait une très belle gamme. Euh, alors, une selle, vous allez me demander comment on la règle. Euh, Ça va être en fonction en fait, de l'inclinaison de votre bassin et de votre fermeture de bassin. Une selle, sur cette partie-là, doit être entre 0 et -3 degrés. Plus vous allez sur l'avant, plus vous êtes profilé, vous vous abaissez, plus la selle, on va un petit peu l'abaisser pour avoir cette antéversion du bassin et partir sur l'avant et pouvoir appuyer sur l'avant. Attention, trop sur l'avant, on glisse. Après, on va avoir des douleurs au niveau des poignets ou des douleurs sur les cuisses. C'est toujours une question de réglage et de dosage. Au niveau du cintre, au minimum, on a 3 points d'appui, d'accord? Si on est sur du drafting et qu'on ne met pas de prolong, on est sur 3 points d'appui. Plus on met des points d'appui et plus on peut avoir des forces appliquées. Quand on met un prolongateur, on est plus sur 3 points d'appui, mais on est bien sur 4. Tout ça pour dire que ici, donc on a vu la selle. Donc cette selle, elle va se régler par rapport au recul. On va le voir après, comment on fait pour la reculer. D'accord? R, le recul. Cette selle, elle va se positionner aussi sur cette hauteur. D'accord? HS, généralement en français, qui va être cette hauteur de selle, comment on la calcule. Et notre guidon, notre point d'appui, comment il se calcule, ce qu'on appelle le drop, la distance entre ce point-ci de la selle et le contact. Je dirais sur la partie avant, c'est un peu moins important parce que c'est fixe. Ça commence à être très important quand on commence à jouer avec l'aérodynamisme. Mais pareil, c'est simplement angulaire par rapport à notre, on va dire, à notre hanche et à notre dos. Donc là, on y arrive. Donc là, maintenant, on quitte un petit peu le pédalage et on arrive vraiment sur le pédalage et le positionnement. Ici, on a les 4 phases de pédalage d'une personne, hein, comme on l'a vu. On voit que sur tout son corps, en fait, on a des angles qui sont très importants, surtout dans le pédalage. Donc, on a l'angle cheville qui est fait par le tibia et notre pied. On a l'angle ici, fémur-tibia, d'accord, qui est très important, surtout en position basse et position haute. Et on a notre angle de fermeture entre notre tronc et notre fémur. Je ne parle pas forcément pour l'instant de l'avant, qui est, comme je disais, un point fixe et qui nous permet plutôt de nous accrocher, de pouvoir fixer notre bassin et de pouvoir engager plus ou moins de force de tirage sur le centre. Ce qui est important de comprendre, donc c'est toujours pareil, hein, je reviens avec mes torques et mes forces négatives, c'est nous engager le maximum nos fibres rapides, notre quadriceps ici, sur cette partie-là, être le plus efficace possible et pouvoir avoir en retour où je le récupère un petit peu et j'engage l'arrière de ma jambe, mais pas trop pour pouvoir courir. Donc voilà, c'est un équilibre. Techniquement, le positionnement, en fait, c'est de la cinématique, de la cinétique angulaire, parce que dès qu'on va faire un mouvement, ici j'ai un angle, mais ici j'en ai un autre, ici j'en ai un autre, ici j'en ai un autre, mais toujours pour l'arrière de ma jambe, par exemple. Donc, l'idée est de comprendre comment on fait et de trouver les bonnes ouvertures, parce que cette ouverture-ci, elle dépend de celle-là, mais celle-là, elle va dépendre de celle-ci. Donc, chaque ouverture est dépendante de l'autre et est dépendante du positionnement. Si je recule ma selle, j'ouvre ma jambe ici. Si je monte ma selle, j'ouvre ma jambe ici. Mais je n'ai plus la même chose. C'est-à-dire que si je recule, je vais fermer mon ongle là. Si je monte et que mon centre monte avec, je vais l'ouvrir. Si mon centre reste en bas, je vais le fermer. Donc, il y a des proportions à voir et à comprendre. Comment on fait ça? Moi, par exemple, je travaille avec le système Rétul qui va nous prendre en fait tous les angles. En fait, on positionne les capteurs. En pédalant, il va y avoir des angles qui vont être calculés et pris. Donc là, par exemple,
sur cet exemple-là, j'ai une personne qui ouvre un genou à 125 degrés, ce qui n'est pas beaucoup du tout. Donc voilà, on a des angles maximum, des angles minimum. Ça nous permet de travailler en direct. On a les ouvertures, puisque c'est du dynamique. À chaque mouvement, on a les ouvertures, les fermetures. C'est pas on n'est vraiment pas sur de l'arrêt sur image, hein, on est vraiment sur une moyenne. Donc ça permet, dès que l'on fait un changement, de voir cette cinématique-là, ces angles-là, comment ils évoluent et voir si on va dans le bon sens ou dans le mauvais sens, si on a un bassin qui va bouger ou qui ne va pas bouger, un genou qui va se rectifier, si on a une trajectoire genou qui va se rectifier ou pas. Voilà. Il y a plusieurs systèmes qui existent. Moi, j'utilise celui-là qui est un des premiers qui a été mis sur le marché et qui marche excellemment bien. Donc, tout est une affaire d'angle. Le plus important est, comme on l'a dit, cet angle de pied et cet angle de jambe, sans oublier l'angle de fermeture où on va en fait fermer le diaphragme, fermer l'artère iliaque, donc toutes ces oxygénations-là. Et on va dire dans la littérature dit qu'il faut une ouverture d'angle entre 140, voilà, 145 degrés d'ouverture. Ça dépend des fitteurs, ça dépend aussi de vos positions de pied, etc., etc. Voilà, une fois qu'on a vraiment déterminé la cinématique, les angles, les ouvertures, les positions du cycliste, on va pouvoir passer à autre chose. C'est-à-dire que si on est plus sur du long, on va pouvoir inciter plus sur de l'aéro. L'idée, c'est d'arriver à diminuer tout ce qui est drag, en fait, tout ce qui est turbulence arrière. D'accord? Donc, par exemple, ici, sur la personne là, en drag, sur le casque, on n'a pratiquement rien. On en a un peu sur l'arrière, mais pas beaucoup. D'accord? Pour calculer ce drag-là, on passe ou en soufflerie, ou on utilise certains appareils. Il y a plusieurs appareils. Moi, j'utilise cet appareil ici, qui est un pitot d'avion, hein, presque. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on le voit en photo ici, qu'on place sous le cintre. Et en fait, il va nous prendre un peu toutes les forces de frottement. Il va nous donner un CDA. Et quand on va faire une modification du cycliste, ça se passe à l'extérieur. Une fois qu'on l'a posé, une fois qu'on a fait aussi une étude, on va dire, de surface frontale, d'accord, on va pouvoir aller à l'extérieur et valider ça, que ce soit ou en soufflerie ou à l'extérieur, je dirais avec un capteur de puissance et calculer les gains, ou avec ce type d'appareil-là, pour vraiment pouvoir améliorer. Donc, sur ce coureur-là, l'idée est de vraiment diminuer toute la surface frontale, comme si on rentrait dans un tunnel. Plus vous êtes petit, et moins l'air vient taper sur vous, hein. Vous ouvrez la fenêtre de la vitre en voiture, quand vous mettez la main à plat, vous sentez que ça pousse. Dès que vous la pliez, vous sentez que ça bouge, hein, comme un bateau avec une quille, etc. Donc c'est exactement pareil pour nous sur le vélo. Par contre, il y a des limites, c'est-à-dire qu'on va avoir des limites surtout angulaires à ce niveau-là et au niveau du point mort haut et surtout du point mort haut. Et là, on va pouvoir intervenir sur des longueurs de manivelle, c'est-à-dire que lorsqu'on va avoir la jambe complètement fermée, ici, il ne faut pas venir pincer l'artère iliaque, il ne faut pas venir fermer le diaphragme, sinon on va en fait, si on fait le test et qu'on fait une VO2, on voit finalement que on n'oxygène pas et qu'on perd et qu'on perd plutôt que ce qu'on gagne, hein. La position, le positionnement, c'est déjà du confort. Dès qu'on est confort, on va pouvoir engager beaucoup plus. Donc, surface frontale et drag. Donc là, on gagne en aéro, on gagne en frottement. Donc ici, par exemple, avec Pierre, ça c'est sa position initiale, position finale. En mettant un casque, on va gagner en surface frontale. Sa surface frontale qui est ici. Voilà. Si on va sur le terrain et qu'on met le nocio, on va pouvoir avoir des écarts qui nous permettent de conclure que tel type de casque est plus valide que d'autres. À savoir que le matériel, sur l'aérodynamisme, on a d'abord le bonhomme qui prend à peu près 10%. Voilà. On a le casque
qui est, je crois, de 6%. Non, c'est plutôt tout ce qui est vêtements, pardon, excusez-moi, qui est de 6%, de tête, de mémoire. Et le casque qui doit être de 3%, et le reste, gants, pas gants, chaussures, etc., qui est aussi de 3%. D'accord? Quand je dis bonhomme, c'est bonhomme et vélo. Donc voilà, une fois qu'on a déterminé ça, ben, on va pouvoir avoir les codes du vélo, on va avoir les drags, et on va avoir un positionnement qui va être, on va dire, bien plus parfait que d'habitude. En tout cas, j'espère que ça a été assez vivant. Généralement, on est en face à face, donc c'est vraiment des questions et on revient. Là, je suis plutôt parti voilà, sur du pédalage et puis sur de l'aéro, donc beaucoup et pas assez pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un petit message. En tout cas, dommage de ne pas vous avoir rencontré. J'espère que vous pouvez me faire venir aussi lors d'une réunion en club, hein, il n'y a pas de souci. On peut reprendre cette présentation, aller plus en détail, on peut faire du positionnement. Je vous remercie et à bientôt.